Il existe des silences plus assourdissants que n'importe quel cri. Ce sont les silences qui s'installent dans les interstices d'une conversation, les pauses lourdes de non-dits, les moments où un mot de défense ne vient jamais. Pour Emily Parker, le silence était devenu la trame sonore de sa vie, un vide tissé par l'homme qu'elle aimait et la mère de celui-ci. Elle ne savait pas encore que le cri le plus puissant de sa vie était sur le point de tout déchirer. Emily dut s'asseoir après avoir enfilé ses chaussettes, un effort qui, quelques mois auparavant, aurait été anodin. Le simple fait de se pencher et de s'étirer la laissa essouffler, un pouls martelant ses tempes comme si quelqu'un frappait doucement de l'intérieur. Son accouchement était prévu dans quelques jours, et même lever un verre d'eau lui donnait l'impression de tester les limites de son propre corps. Elle se glissa au bord du lit, pressa une main sur l'arrondi tendu de son ventre et attendit que la sensation de vertige passe. Dans le salon, des voix résonnèrent, traversant le couloir jusqu'à elle. Les réponses douces et trop empressées de son mari, Ryan, et les instructions rapides, tranchantes, de sa belle-mère, Margaret. L'appartement lui appartenait. Le nom de sa grand-mère était encore gravé sur la plaque de la boîte aux lettres au rez-de-chaussée, un vestige d'une vie plus simple. Mais ces derniers temps, chaque son, chaque décision, semblait être une permission accordée à quelqu'un d'autre. Margaret était venue aider. C'était le mot qu'elle employait, un mot aussi anodin et inévitable que la météo. Une fatalité, pas une demande. Veuve depuis 10 ans, elle possédait une échine de fer et la certitude inébranlable de ceux qui ont survécu à la perte. Elle filtrait le monde à travers le prisme de son expérience, une expérience qui, selon elle, lui conférait une autorité absolue. Emily l'avait rencontrée bien avant le mariage, bien sûr. Des sourires polis, des compliments sur ses pulls tricotés main, des conversations superficielles. Emily avait cru qu'elle pourrait gérer la situation. Mais après le 2e trimestre, alors que les nausées matinales la laissaient épuisée et vulnérable, Margaret avait posé sa valise près de la porte. Elle avait annoncé, et non demandé, qu'une jeune future maman ne devait pas être laissée seule. Ryan, visiblement reconnaissant et soulagé de ne pas avoir à porter seul ce fardeau, l'avait accueilli à bras ouverts et avec un calendrier grand ouvert. Margaret s'installa dans la 2e chambre et commença, méthodiquement, à diriger leur vie. Mange ceci, pas cela. Ne fais pas la sieste maintenant, ça va gâcher ta nuit. Mets une écharpe, tu vas prendre froid. Appelle un autre médecin, celui-ci a l'air trop jeune. Emily répondait par des « merci pour la soupe » et des « merci pour les serviettes pliées », se répétant sans cesse que cette situation était temporaire. Ryan n'était pas un homme cruel. Il était simplement un homme qui se penchait instinctivement vers la voie la plus forte, la volonté la plus insistante. Il était celui qui, le soir de leur rencontre, lui avait dessiné de petits plans sur des serviettes en papier, lui expliquant les recoins de la ville qu'il aimait. Il était alors gentil, attentionné, prompt au rire. Mais face à la volonté de faire de sa mère, sa propre colonne vertébrale semblait se dissoudre. Le matin du rendez-vous à la clinique, la tension était palpable. Emily s'appuya contre l'encadrement de la porte, regardant Ryan lasser ses chaussures. Margaret se tenait à proximité, un manteau drapé sur l'avant-bras, son regard critique balayant la tenue d'Emily de haut en bas. « Tu vas vraiment sortir habillée comme ça ?» demanda-t-elle, le ton empreint d'un jugement à peine voilé. « Ton ventre est presque à l'air libre. Ces trains sont remplis de courants d'air. Tu vas attraper quelque chose, et le bébé aussi. » « C'est confortable, » répondit doucement Emily, espérant désamorcer un conflit avant même qu'il ne commence. Ryan lui lança un de ses sourires coupables, un geste fugace qui disparut dès que Margaret s'éclaircit la gorge. « Maman a probablement raison, » dit-il. « Peut-être un manteau plus long serait mieux. » Emily boutonna sa veste jusqu'au col, ravalant la réponse cinglante qui lui brûlait les lèvres. Le trajet jusqu'à la gare fut silencieux. La ville s'agitait autour d'eux avec son efficacité hivernale habituelle sous un ciel gris et bas. Sur le quai, le vent glacial s'infiltrait à travers les coutures de son manteau. Le train arriva dans un rugissement métallique, et ils furent entraînés à l'intérieur par une marée humaine. Le wagon était bondé, une mosaïque de corps pressés les uns contre les autres, une odeur de café et de laine humide flottant dans l'air. Emily s'agrippa à une barre métallique pour garder l'équilibre. Soudain, une nouvelle poussée de la foule la projeta contre un siège au bout d'un banc. L'homme assis se leva aussitôt.
Prenez ma place, dit-il, sa voix lasse mais bienveillante, ses yeux s'attardant un instant sur son ventre. Merci, parvint-elle à articuler, se laissant tomber sur le siège avec un soupir de soulagement. Une chaleur bienvenue se répandit dans ses jambes endolories. Elle posa une main protectrice sur son ventre, sentant le lent mouvement du bébé en dessous. Mais son répit fut de courte durée. Margaret, toujours debout, fixait le siège avec l'avidité d'un chat guettant un rayon de soleil. Sa bouche se pinça, puis s'adoucit en une expression de martyr magnanime. « Ryan, dit-elle, sa voix juste assez basse pour qu'ils soient les seuls à entendre. Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. » Ryan jeta un regard paniqué du visage de sa mère à celui d'Emily. La voiture tangua, et dans ce bref instant d'indécision, il fit son choix. Il se pencha vers Emily, sa main se posant fermement sur son avant-bras. « Maman est fatiguée, murmura-t-il, une supplique dans la voix. « Allez, Emily. Sois respectueuse. » Le temps sembla s'arrêter dans l'endroit le plus bruyant de Chicago. Le corps d'Emily refusa de bouger. Le bébé remua, comme en signe de protestation. Ce siège était le seul îlot de réconfort qu'elle avait trouvé de toute la matinée. Elle leva les yeux vers le visage pressé de Ryan et n'y vit aucune méchanceté, seulement le désir désespéré de maintenir la paix, de faire taire la plainte la plus forte. Le regard de Margaret était perçant, évaluateur. Ryan tira de nouveau, pas assez fort pour laisser une marque, mais avec une insistance qui rendait la position debout le chemin de la moindre résistance. Lentement, les genoux tremblants, Emily se leva. Margaret s'affaissa sur la place chaude avec un soupir de gratitude théâtrale. « Merci, mon fils, dit-elle, assez fort pour que tous ceux qui feignaient de ne pas regarder puissent l'entendre. À mon âge, il faut savoir établir ses priorités. » Dans le reflet de la vitre sombre, Emily vit son propre visage, pâle et vidé de toute expression. L'humiliation s'installa en elle, non pas comme une vague, mais comme une bruine froide et persistante. Ce n'était pas la perte du siège qui la blessait. C'était le rituel. C'était la facilité avec laquelle Ryan avait supposé qu'elle était déplaçable. C'était la démonstration de faiblesse calculée d'une femme qui n'était, en réalité, jamais faible. De l'autre côté de l'allée, une adolescente plissa les yeux, le regard dur. Plus loin, un homme secoua la tête avec un dégoût non dissimulé. Quelqu'un murmura « Incroyable !» Alors que le train tanguait de nouveau, Emily s'agrippa au poteau, se forçant à respirer. Les souvenirs des dernières semaines défilèrent dans son esprit, la porcelaine de sa grand-mère reléguée dans une armoire, la photo de leur mariage remplacée par une urne funéraire, son propre agenda rempli de rendez-vous qu'elle n'avait pas pris. Elle entendit à nouveau la voix de son médecin « Vous avez besoin de repos, Emily. Votre tension artérielle est trop élevée. » Et la réponse dédaigneuse de Margaret « Les jeunes femmes d'aujourd'hui sont trop molles. » À l'arrêt suivant, alors que les portes s'ouvraient, une femme plus âgée, enveloppée dans un simple manteau et une écharpe couleur avoine, se leva. Elle traversa l'allée avec une assurance tranquille. Son regard balaya la scène, Emily debout, le ventre proéminent, Margaret assise triomphalement, Ryan mal à l'aise. Elle s'adressa directement à Emily. Sa voix ferme mais douce. « Asseyez-vous ici, ma chérie. » Elle prit la main d'Emily et la guida vers le siège qu'elle venait de libérer. Il n'y eut ni esclandre, ni sermon. Juste un acte de gentillesse simple et puissant qui fit taire le wagon. Emily s'assit, le souffle court, les yeux embués de larmes qu'elle refusait de verser. La femme âgée se pencha, juste assez pour que seuls les principaux intéressés puissent entendre. « Dieu voit tout », murmura-t-elle. Cette phrase, simple et profonde, résonna en Emily avec une clarté inattendue. Ce n'était pas une menace, ni même une défense. C'était un rappel que la justice n'est pas toujours rendue par la personne la plus bruyante dans la pièce. À l'arrêt suivant, la femme descendit, son écharpe flottant derrière elle comme un marque-page dans une longue histoire. Le reste du trajet se déroula dans un silence tendu. Margaret fixait une publicité avec un intérêt exagéré. Ryan se déplaçait, incapable de trouver une position confortable. Arrivée à destination, Emily se leva et adressa un regard de gratitude silencieux à l'homme qui lui avait offert sa place en premier. En sortant sur le quai, la phrase de la vieille dame résonnait encore en elle, un petit bouclier invisible contre le monde.
L'appartement était sombre lorsque la première douleur la saisit, aiguë et surprenante. Émilie se tortilla sur le canapé, cherchant une position pour soulager la pression dans le bas de son dos. D'abord, elle pensa que ce n'était qu'un autre inconfort de fin de grossesse. Mais la douleur revint, plus forte, une lame lui transperçant l'abdomen. Elle se plia en deux, le souffle court. C'était trop tôt. 2 semaines trop tôt. Ryan, cria-t-elle, sa voix brisée par la panique. Son mari sortit de la cuisine, son téléphone toujours à la main. En la voyant agripper l'accoudoir, les jointures blanches, il accourut. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Ça arrive, » halta-t-elle. « Le bébé. »« Tu es sûre ? C'est peut-être juste. » Ses mots furent interrompus par une autre contraction qui lui arracha un cri étouffé. Soudain, depuis la chambre, la voix plaintive de Margaret s'éleva. « Ryan, je n'arrive pas à respirer. » Sa tirade était ponctuée de toux sèches et théâtrales. « C'est mon cœur, je crois que c'est mon cœur. » Ryan se figea, son regard oscillant entre sa femme en plein travail et sa mère qui jouait la comédie de la mort. « Maman, attends une seconde, » cria-t-il, avant de se tourner vers Émilie. « Laisse-moi juste aller voir comment elle va. » L'incrédulité submergea Émilie. « J'ai besoin de toi. »« Maintenant » insista-t-elle, sa voix tremblante. Elle lui saisit le poignet. « S'il te plaît, Ryan, le bébé arrive. » Mais le gémissement de Margaret redoubla d'intensité. « Ryan, ne me laisse pas mourir seule. » La panique l'emporta sur la raison dans les yeux de Ryan. Il retira brusquement sa main de l'emprise d'Émilie et se précipita dans le couloir. Émilie le regarda partir, stupéfaite. Chaque seconde qui passait était une nouvelle trahison. Le cri qui s'échappa de ses lèvres n'était pas seulement celui de la douleur physique. C'était le son de son cœur et de ses illusions qui se brisaient en 1000 morceaux. Elle entendit la voix affolée de Ryan au téléphone, appelant une ambulance, non pas pour elle, mais pour Margaret. Il décrivait les symptômes de sa mère avec une urgence frénétique, arpentant le couloir comme si les contractions de sa femme n'étaient qu'un simple bruit de fond. C'est à cet instant qu'Émilie comprit. Si elle n'agissait pas, elle et son bébé allaient devoir se battre seuls. Les mains tremblantes, elle attrapa son propre téléphone et composa le 911. « Je suis enceinte de 38 semaines, dit-elle à l'opérateur entre deux halètements. Les contractions sont très rapprochées. Mon mari, il m'a laissée. J'ai besoin d'aide. » La voix à l'autre bout du fil était calme et professionnelle. « Restez en ligne avec moi, madame. Les secours sont en route. Vous n'êtes pas seule. » Les sirènes se firent entendre plus tôt qu'elle ne l'aurait cru. Quelques minutes plus tard, 2 ambulanciers firent irruption dans l'appartement. Ils la trouvèrent sur le sol, pâle et en sueur. « On s'occupe de vous », dit l'un d'eux. Ils l'installèrent, vérifièrent son pouls et celui du bébé avec une efficacité rassurante. Les contractions étaient trop rapprochées, l'accouchement devait avoir lieu ici. Le monde d'Émilie se réduisit aux instructions des ambulanciers. Poussez. Respirez. Vous y êtes presque. Du coin de l'œil, elle vit Ryan et Margaret observer depuis le couloir, devenus de simples spectateurs impuissants de l'événement qu'ils avaient abandonné. Une ambulancière nommée Elena Moral lui prit la main. « Regardez-moi. Vous pouvez le faire. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Son regard calme fut l'encre d'Émilie au milieu de la tempête. Dans un dernier effort, un cri primal, elle sentit la libération. La douleur aiguë fut remplacée par le vagissement fragile d'un nouveau-né. Le son transperça le silence tendu de l'appartement. « C'est une petite fille », annonça Elena, la voix chargée d'émotion. « Elle est petite, 2,25 kg, mais c'est une battante. » Les bras d'Émilie s'ouvrirent, et on lui déposa son bébé sur la poitrine. Une chaleur intense, une vie nouvelle. Des larmes de soulagement et d'amour pur coulaient sur ses joues. « Elena », murmura-t-elle en regardant l'ambulancière qui lui avait sauvé la mise. « Elle s'appellera Elena. » Puis, s'adressant à son enfant, « Lena. Tu es à moi. » Son père, Charles Bennett, arriva peu après, le visage blême d'inquiétude. En voyant sa fille et sa petite-fille saines et sauves,
il tomba à genoux à côté d'elle, déposant un baiser sur son front. « Vous avez réussi » murmura-t-il. « Vous avez réussi toutes les deux. » Émilie ferma les yeux, épuisée mais sereine. Elle repensa au choix de Ryan, et la trahison la brûla encore. Mais cette même nuit, des étrangers lui avaient montré de la compassion, et l'homme qui ne l'avait jamais abandonnée était à ses côtés. Léna remua contre sa poitrine, et une flamme féroce s'alluma en Émilie. La promesse silencieuse que cet enfant ne passerait jamais au second plan pour personne. Les néons de la maternité diffusaient une lumière douce et constante. Émilie tenait Léna contre elle, chaque petite respiration une confirmation de leur victoire. Son téléphone vibra. C'était Ryan. Elle répondit, sa voix dénuée de toute émotion. « Émilie, je suis tellement désolée. Maman, je pensais qu'elle faisait une crise cardiaque. Et moi, Ryan? J'étais en train d'accoucher. Tu m'as laissé. Tu l'as choisi, elle. » Un long silence. « J'ai fait une erreur, murmura-t-il. »« Non, » répondit-elle, les mots sortant avec une clarté glaciale. « Tu as fait un choix. Et à cause de ce choix, tu n'es plus mon mari. Margaret n'approchera jamais ma fille. Jamais. C'est fini. » Elle raccrocha, sentant un poids immense se lever de ses épaules. Elle n'éprouvait aucun regret, seulement une étrange légèreté. Elle regarda sa fille endormie. « C'est juste nous deux maintenant, » murmura-t-elle. « Et c'est tout ce dont nous avons besoin. » Son père entra, un café à la main. « C'est fini, papa. J'ai mis fin à tout. » Charles posa sa main sur la sienne. « Tu as bien fait, ma chérie. Un homme qui t'abandonne au moment où tu as le plus besoin de lui ne te mérite pas. » Pour la première fois depuis des mois, Émilie le crut. Elle n'était plus la femme qui subissait en silence. Elle était une mère, et ce nouveau rôle lui donnait une force qu'elle n'aurait jamais imaginée. Épilogue, 5 ans plus tard. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres du studio de danse, illuminant les petites danseuses en tutu rose qui tourbillonnaient. Au premier rang, une petite fille aux cheveux bruns bouclés et aux yeux pétillants de malice exécutait un jeté avec une concentration féroce. C'était Léna. Assise sur un banc avec les autres parents, Émilie souriait. La vie avait radicalement changé. Après le divorce, elle avait utilisé l'héritage de sa grand-mère pour ouvrir sa propre boutique de fleurs, un petit coin de paradis coloré et parfumé qui était rapidement devenu un favori du quartier. Elle était indépendante, épanouie, et surtout, elle était heureuse. Son père, Charles, était un grand-père dévoué. Venant chercher Léna à l'école 2 fois par semaine et l'emmenant pour des aventures au parc et au musée. Quant à Ryan et Margaret, Émilie avait entendu dire par des connaissances communes qu'ils vivaient toujours ensemble. Après que la crise cardiaque de Margaret se soit révélée n'être qu'une indigestion dramatisée, Ryan avait tenté de se réconcilier, mais Émilie était restée ferme. Il n'avait jamais vraiment quitté l'ombre de sa mère, et leur relation était devenue un cycle de dépendance et de ressentiment. La porte du studio s'ouvrit, et un homme au sourire chaleureux entra. C'était Marc, le père d'une autre petite danseuse et veuve depuis quelques années. Ils avaient commencé par échanger des banalités en attendant leur fille, puis avaient partagé un café, puis un dîner. Leur relation s'était construite lentement, sur une base de respect mutuel et d'une compréhension silencieuse de la parentalité solo. Il s'assit à côté d'Émilie. « Elle a ton énergie, » dit-il en regardant Léna. Émilie rit. « Et ta patience » répondit-elle en lui prenant la main. Le cours se termina, et Léna courut vers eux, se jetant dans les bras de sa mère. « Maman, tu as vu ? J'ai presque touché le plafond. »« Je l'ai vu, mon amour. Tu étais une étoile. » En sortant du studio, la main de Léna dans la sienne et le bras de Marc autour de ses épaules, Émilie leva les yeux vers le ciel orangé. La vie n'avait pas suivi le plan qu'elle avait imaginé, mais elle l'avait menée à un endroit bien meilleur. Un endroit rempli de rires, de fleurs, et d'un amour qui ne demandait pas de se sacrifier, mais de s'épanouir. Elle était enfin rentrée à la maison.